Oui, ça va bien aller quand même, malgré ce problème. Ouais, il y a 24 heures, on peut se rappeler. C'est bête de commencer comme ça. Bien Jean-Claude, je vais vous donner le classement. Merci Jean-Claude Vierfeu d'Ouest France. Le classement, je vous le donne. Donc en tête, Stéphane Peter-Hansel, suivi comme son ombre par Olivier Perrin sur KTM. En troisième position, et ça c'est une petite surprise, la Honda de Jean-Michel Biquet. Je vous rappelle qu'Honda n'est pas engagé officiellement, mais qu'ils sont quand même présents par équipe privée interposée. En quatrième position, la numéro 4, c'est une Husqvarna. Celle de Laurent Pidou en numéro 5, la KTM numéro 7 de Bruno Van Orebeck. C'est un habitué aussi de ce genre de course. Et seulement en sixième position, la numéro 1, la KTM de Denis Laporte, que l'on pensait voir beaucoup mieux placée dès les premiers tours, puisque les Américains sont des spécialistes de ce genre de départ, surtout Denis Laporte qui a été champion du monde en 82 me semble-t-il de cross 250 cm3, et en septième position la Cagiva de Ludovic Robin. Pas de problème pour l'instant pour Stéphane Peter-Hansel, toujours en tête devant la KTM d'Olivier Perrin. Grand retour de Husqvarna, Jean-Jacques. Oui, absolument. Après avoir juré ses grands dieux qu'il ne reviendrait plus, il indique que Marcel Sorak est l'importateur et le team manager de Husqvarna est revenu en force cette année et il a bien l'intention de juger un cinquième titre après avoir investi énormément. Et il a fait un choix, lui, un peu à l'inverse des autres. Il a préféré attendre. Beaucoup de firmes, beaucoup de team managers font courir des crossmen. Et lui, il est résolument pour faire courir des enduristes. Les enduristes, c'est un peu plus résistant. Les crossmen, ce sont des pilotes beaucoup plus rapides. Et Marcel Sora, lui, a joué une tactique un peu différente de KTM. Et je pense que dans 24 heures, on saura qui de KTM ou d'Husqvarna a raison. Voilà. Sur votre écran est apparu un maréchal, l'un de ces shérifs chargés de faire respecter la course. Et bien, en attendant de retrouver sur notre écran les leaders qui sont disparus dans le sous-bois, je vous propose maintenant de voir ce qu'est Ploubalay, parce que peut-être qu'après tout, vous ne connaissez pas cette petite commune des Côtes du Nord qui accueille tous les ans cette grande épreuve internationale que sont devenues les 24 heures de Bretagne moto tout-terrain de Ploubalay. Eh bien, nous allons découvrir ensemble Ploubalay. 11 mois sur 12, Ploubalay est une paisible commune de 2000 habitants, bercée entre son église, sa mairie et son château d'eau, d'où l'on découvre toute la côte d'Émeraude. Pourtant, depuis 7 ans, la commune connaît une fin de saison mouvementée, avec les 24 heures de Bretagne. Voilà un mois à peine, le circuit, c'était ça. Des champs de maïs à perte de vue, quelques fermes isolées sur fond de mer, des chemins déserts. En quelques jours, tout a changé. Les 200 bénévoles de la commune, emmenés par leur président Hervé Salençon, sont passés à l'action. D'abord le circuit, 7 km 500 de long à travers champs et sous-bois. Ensuite, le village, capable d'accueillir 30 000 visiteurs pendant ces 3 jours, avec ses jeux, ses boutiques, ses animations et son restaurant. Plus de 2000 repas jour avec un service quasiment en continu, assuré là aussi par des bénévoles. Présents également les pompiers, les gendarmes, la Croix-Rouge. À tout instant, il faut veiller aux moindres détails pour le public comme pour les pilotes et l'assistance, en place dans les stands jusqu'à demain 16h. À cet instant précis, la 9e édition des 24 heures de Bretagne aura vécu. Restera aux organisateurs à tout mettre en ordre jusqu'à l'année prochaine. Mais pour l'instant, place à la course. Et tout de suite, le point avec Loïc Mathieu. Eh bien, toujours en tête, la numéro 3, l'Husqvarna de Stéphane Peter-Hansel. Juste devant une KTM, celle d'Olivier Perrin. Et en 3e position, la numéro 19, une Honda de Jean-Michel Piquet. KTM et Husqvarna se partageant la tête de course pour l'instant, alors qu'on est toujours en train de s'affairer autour de la numéro 23, la moto d'Alexandre Bouillon, qui s'est arrêtée la première à son stand, malheureusement évidemment pour les pilotes. Mais nous aurons l'occasion de reparler de tout ce monde. Je vous rappelle que nous sommes partis. Et peut-être que Jean-Claude,
que vous pourriez aller voir du côté d'Husqvarna? Écoutez Loïc, je suis actuellement en compagnie dans le stand de l'écurie Kawasaki Jacqueline. Ça va pas très bien puisque Patrick Morin vient de s'arrêter. Patrick est tombé tout à l'heure dans la poussière. Il s'est arrêté, il a très mal à une jambe. Actuellement un kiné s'occupe de lui, le masque. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au départ c'était la bousculade. J'ai pris une moto qui m'est rentrée en plein dans la cuisse et on a joué au bowling quoi. J'ai fait la quille. Il a pas fait le strike, je suis pas tombé. C'est quoi, vous avez pris la moto dans la jambe? J'ai pris la moto, toute la moto qui m'est arrivée de plein fouet dans la jambe et j'ai eu du mal à ramener la moto, j'arrive plus à appuyer sur le cale-pied droit. Vous allez pouvoir continuer, vous pensez? Je pense, si je m'arrête une heure, ça doit pouvoir repartir. Vous savez Loïc, les pilotes des 24 heures sont vraiment des durs et c'est pas une chute qui va arrêter Morin. Là actuellement on s'occupe de lui, on le masse, et tout à l'heure, d'ici une heure ou deux, il reprendra la ronde. Merci Jean-Claude. Alors, du nouveau en tête de la course que vous allez voir apparaître. C'est Olivier Perrin qui vient de prendre la tête, donc KTM qui vient de devancer la 3, Husqvarna, piloté par Stéphane Peter Hansel, alors que vous découvrez justement Olivier Perrin qui est en train d'essayer de creuser l'écart entre lui et Husqvarna. Ce qu'il aura beaucoup de mal à faire, car derrière ce n'est pas n'importe qui, c'est Stéphane Peter Hansel. Vous avez sur votre écran Olivier Perrin, ça va fort pour lui, mais toujours devant Stéphane Peter Hansel. En numéro 4, en numéro 3, vous avez la 4, une autre Husqvarna, Laurent Pidou. Et en 4e position, la numéro 7, c'est une autre KTM, Bruno Van Orebeek. Et en 5e position, Jean-Michel Biquet et son Honda qui sont donc en train de faire un super parcours. Oui Jean-Claude, vous allez à... En 6e position, les Américains, Danny Laporte, pointé en 6e position avec un sensible retard. Oui, Jean-Claude Virfeu est allé voir du côté d'Husqvarna comment on apprécie cette perte de tête de course. Je vous rappelle que cette course ne se déroule pas sur une heure, qu'elle se déroule sur 24 heures, que la première manche elle-même en fait 6. C'est tout à fait époustouflant d'ailleurs de voir à quel rythme Stéphane Peter Hansel et Olivier Perrin mènent cette course. Ce sont eux que vous voyez sur votre écran, ça va vraiment très très fort. Avec des passages très difficiles et d'autres beaucoup plus coulants où la moto peut s'exprimer. Alors il y a des choix. On choisit 500 cm3, on choisit 350 cm3, on choisit 420 cm3. Cela dépend évidemment des pilotes et cela dépend aussi des types de motos. Vous avez vu repartir Jean-Michel Prochat sur sa Kawasaki qui est donc nettement distancé. Notamment chez Kawasaki, on a préféré prendre des 500 cm3 puisque le moteur est de temps 500 est beaucoup plus souple et il a beaucoup plus d'allant que les 350. En revanche, je vous rappelle que l'année dernière, KTM avait gagné avec une 350 et peut-être bien que KTM va rééditer son parcours de l'année dernière alors que Stéphane Peter Hansel a repris la tête devant Olivier Perrin. Stéphane Peter Hansel qui relègue donc KTM en 2e position. Superbe pilotage de Stéphane Peter Hansel. Vous voyez que ce n'est pas facile. Mais c'est tout de même beaucoup plus facile quand on est en tête de course. Oui. Oui. Oui Jean-Claude, vous m'avez appelé? Oui, je suis dans le stand Husqvarna là et dans quelques instants nous allons pouvoir parler à Marcel Seurat qui est à l'origine de ce type de course d'endurance de 24 heures et qui a remporté 4 fois les 24 heures de Bretagne. Marcel, après 3 années d'absence, Husky n'a pas perdu sa pêche. Là, je vois que ça va très bien pour vous. Ah ben on est venu pour gagner, hein. Il n'y a pas de problème. C'est la 3e partie, mais pour nous c'est un peu une surprise de voir une 4 temps si bien placée quand même. Peut-être pour vous, mais pas pour nous. On sait que la moto est très bonne. Elle a prouvé à maintes reprises qu'elle allait très vite et qu'elle était fiable. C'est pour ça, bon, c'est un peu quand même un challenge, hein. Alors maintenant Marcel Seurat, deux machines pratiquement en tête de la course. Quelle va être votre tactique? Ouais, rester en tête, hein. Sans problème, comme ça. On disait que Husqvarna, justement que la réputation de Husqvarna c'était sa solidité avant tout. Et je vois que maintenant vos motos vont très très vite et on la... Oui,
bah, elles vont vite, elles sont solides, les pilotes sont fiables, les mécaniciens sont rodés. Bon, il ne doit pas y avoir de gros problèmes. Hein. Dans cette course, qu'est-ce que vous craignez le plus? Bah, ça marche là, non? Oui, ça marche, Jean-Claude. Oui, Bah, oui. les équipes qu'on craint le plus, c'est, je pense, KTM. C'est nos éternels rivaux, ça fait 10 ans que ça dure, et j'espère que ça durera encore 10 ans, c'est trop marrant. Et puis je crois qu'il y a même qu'il y a une équipe ou deux Kawasaki qui devrait pas mal aller. Beaucoup d'écuries ont fait confiance à des crossmen de renom et vous avez continué à engager des enduristes jugés peut-être moins rapides mais peut-être plus réguliers. Bah, moins rapide, oui et non, parce qu'on est en train de prouver qu'on va presque aussi vite qu'eux. Un écart de quelques secondes compensé par une chute, je pense que ça vaut le coup d'avoir quelques secondes de retard. Aujourd'hui, Marcel Peterhansel est pratiquement tête des 24 heures de Bretagne et malheureusement je crois qu'il va vous quitter. Ouais, je pense qu'il va nous quitter. Bon, bah, d'un côté, il y a l'argent, de l'autre côté, la gloire. Il faut savoir choisir. Je pense qu'à l'âge qu'il a, la gloire, c'est plus intéressant. Et ça y aurait rapporté plus dans un an ou deux. Et vous, le Paris-Dakar, ça vous intéresse pas? Ça m'intéresse, mais il faut beaucoup d'argent. Si ça intéresse un sponsor, il me téléphone. Merci la télé. Merci Jean-Claude, merci Marcel Seurat. Un franc-parler, je vous rappelle que c'est Stéphane Peterhansel qui est toujours en tête. Et puisque nous parlions des Husqvarna, que nous parlions des KTM, peut-être que cela vous intéresse de savoir comment on prépare une moto. Eh bien, Jean-Jacques Bray nous a préparé, lui, un petit reportage sur la fabrication de ce qu'est une moto, pas la fabrication, la préparation de ce qu'est une moto des 24 heures de Ploubalay. Alors je vous propose de suivre ce reportage de Jean-Jacques Bray. Pour la moto, la recette est simple. Vous prenez 4 pilotes, les meilleurs de préférence. Vous choisissez une moto, la plus fiable si possible, et vous vous entourez d'une solide équipe de mécanos. Et le tour est joué, ou presque, car, croyez-moi, le plus dur reste à faire. Une moto d'endurance, comme toutes celles qui sont engagées à Ploubalay, demande une sérieuse préparation, souvent longue et onéreuse. La première des choses, c'est la solidité de la moto, évidemment. Donc on choisit la moto que l'on connaît le mieux pour la préparer, c'est mon cas, c'est le Husqvarna. Et puis la deuxième des choses, c'est de pouvoir changer des pièces très très rapidement. On peut changer un amortisseur sur une moto comme ça en, je dirais, 30 secondes, une minute. Une roue, la même chose, on fait un plein en 5 secondes. Quelles sont les pièces qui souffrent le plus? Alors, sur ce genre de terrain, si ça reste comme c'est actuellement, c'est-à-dire sec et poussiéreux, ce sera sûrement le moteur, parce que les pilotes vont relativement vite et le moteur arrive à avaler un peu de poussière, et aussi les suspensions. En Formule 1, on parle de plus en plus de l'importance des pneumatiques. Est-ce qu'en moto, sur une course d'endurance de 24 heures, les pneumatiques ont également leur importance? Disons non, ils ont une importance, mais on pourrait dire pas plus que dans une autre course. Ce qui est très très important pour une moto, maintenant on a, je dirais, les 10 équipages qui peuvent gagner, on est à pilote égal, donc on fait la différence, il faut la faire dans les stands. Voilà pour les motos, côté pilote, mêmes exigences. La plupart du temps, on demande surtout aux pilotes comment ils se sentent, s'ils se sentent mieux la nuit ou s'il y a la moindre appréhension, on les laisse décider eux-mêmes de la place qu'ils veulent occuper sur la ligne de départ. Bon, nous, on a 2 pilotes qui ne sont pas disposés à prendre le départ et on en a 2 qui sont vraiment intéressés, donc on leur réserve vraiment ce point-là, quoi. Est-ce que le gabarit intervient? Oui, la forme physique, mais bon, le gabarit, comme la plupart du temps c'est des garçons qui roulent énormément, ils sont tous plus ou moins trapus, mais c'est pas ça qui fait la résistance. Bon, vous avez beaucoup de crossmen qui, au bout d'une heure sur la moto, qui ne sont pas habitués à rouler plus d'une heure sur la moto, et des enduristes qui sont habitués, eux, à rouler 6 heures sur une moto sans en descendre, quoi. Alors vous, dites-nous tout, dans le choix de votre équipe, vous préférez des grands, des petits gros, des rapides, des résistants? Moi, je préfère ceux qui tournent le plus la poignée, et je pense que là, on a trouvé vraiment 4 gars qui étaient capables de faire quelque chose. C'est notre première participation, mais on a beaucoup d'ambition. Et je vous rappelle qu'en tête de cette première manche des 24 heures de Bretagne, nous avons en tête Stéphane Peterhansel devant Olivier Perrin, une Husqvarna devant une KTM, 3e position Jean-Michel Piquet, et un retour spectaculaire des Américains, de l'Américain Danny Laporte sur KTM qui est en train de prendre la 4e position. Ça se bagarre dur, alors qu'à nos côtés nous allons assister à un changement de pilote sur la numéro 12, c'est-à-dire Patrick Drobeck va laisser le guidon à